Bonjour, nous parlons dans le cadre de cette émission spéciale du conflit entre Israël et le Hamas. Alors certains diront que le Hamas a déclaré la guerre à l'État hébreu alors que d'autres pourront dire le contraire. Mais là il s'agit d'une question de point de vue car chaque parti peut avoir son propre point de vue. Mais une chose est certaine, c'est que dans la matinée du 7 octobre dernier, le Hamas a attaqué l'État d'Israël par une pluie de roquettes. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai avec moi un spécialiste des relations internationales. Il s'agit de Max Atis, à qui nous disons bonjour. Bonjour Varin, et puis bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Voilà, des téléspectateurs et des internautes. Alors, Max Atis, je rappelle que vous êtes professeur des universités et vous vous êtes spécialisé dans les questions internationales. Vous êtes ancien ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Action civique et secrétaire exécutif Debout Citoyen. C'est ça. Alors, s'il me manque encore quelques informations, vous pouvez ajouter. Non, c'est exact. Je suis satisfait. D'accord. Alors, ce soir, en fait, ce matin, on est là pour discuter d'un sujet très, très important, donc qui fait l'actualité. Donc, c'est la guerre qui existe actuellement au niveau du Proche-Orient. C'est entre l'Israël et la bande de Gaza. La bande de Gaza qui est occupée depuis 2007 par le groupe armé islamiste. Il s'agit bien du Hamas. Donc, on va en parler, mais le sujet, c'est guerre entre Israël et le Hamas. Quelles sont les origines de ce conflit? Justement, peut-être qu'il y a un problème sémantique. Il n'y a pas de guerre. Dans la mesure où voilà pourquoi je parlais la bande de Gaza n'est pas un État, n'est pas un État. Donc il ne peut pas y avoir de guerre entre. Il y a guerre lorsqu'il s'agit, en tout cas, deux ou plusieurs États. Oui. Le Hamas n'est pas un État, c'est un mouvement. Effectivement. Le Hamas, c'est un mouvement, bien entendu, qui signifie le mot Hamas, signifie mouvement islamique de résistance. Bien entendu, ce mouvement a pris naissance en novembre 1987. C'est un petit peu le copier-coller des frères musulmans de l'Égypte. Donc, justement, c'est complexe. Il faut comprendre, pour comprendre ce qui se trame dans cette zone, il ne faut pas se référer uniquement par rapport à ce qui s'est passé samedi dernier. Donc il faut un peu remonter le temps. On n'ira pas trop loin, bien entendu. Il faut comprendre les éléments même de la création de l'État d'Israël. C'est un État jeune, puisque les Israéliens ont été, entre guillemets, chassés sur cette terre en l'an 70 par l'empereur Titus. Donc voilà, c'est bien entendu l'an 70 après Jésus-Christ, bien entendu. Donc à partir de ce moment, à partir de cet instant, le peuple d'Israël est éparpillé un peu partout. C'est la raison pour laquelle le mot diaspora, c'est un mot d'origine hébraïque qui signifie dispersion. Donc le peuple juif étant dispersé depuis plus de 2000 ans, donc à partir de la Première Guerre mondiale, va consacrer évidemment la fin de l'Empire ottoman et la fin de l'Empire ottoman, 1920, les Anglais vont faire leur apparition dans cette zone. Bon, écoutez, etc. Là, on va faire un peu court. Et à partir de cet instant, etc., des éléments vont être pris en compte pour permettre à l'érection de l'État d'Israël. Bien entendu, la fin de la Seconde Guerre mondiale va accélérer l'érection de l'État d'Israël. Apparemment, les Occidentaux n'avaient pas la conscience tranquille, ils avaient plutôt la conscience tourmentée, puisque plus de 6 millions de Juifs vont trouver la mort durant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les chambres à gaz.
à partir d'octobre-novembre 1947, etc., une résolution va être votée au Conseil de sécurité et l'année suivante, c'est l'État d'Israël. Bon, maintenant, l'État d'Israël, dirais-je, ou diriez-vous, est plutôt mal parti, puisque tout de suite après, ça va être la guerre israélo-arabe. Israélo-arabe, mais en même temps, il faut souligner une chose. Ce qu'il faut souligner, c'est que Israël commence, en tout cas, l'État d'Israël commence avec 600 000 habitants, et il y avait 1 300 000 Palestiniens. Qu'est-ce qui va se passer? 55% des terres vont être données à Israël en ayant 600 000, 700 000 habitants, alors que les Palestiniens, plutôt 45%, avec une population de 1,3 million. Donc, pour les États de la zone, notamment la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et le Liban, ces 5 pays vont se liguer contre l'État d'Israël. Donc, à partir de ce moment, va s'éclater la première guerre entre les Israéliens et les Arabes. C'est la première guerre qui va durer, etc., 7, 8, 9 mois. En tout cas, ça a commencé de 1948 à 1949. Bon, attends. De 1949 jusqu'en 1967, c'est la guerre de 6 jours. Pourquoi guerre de 6 jours? Bon, parce que cela a duré tout simplement 6 jours. 6 jours. C'est la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours, il n'y aura pas le Liban. Il n'y aura pas le Liban, mais il y aura plutôt la Jordanie, encore l'Égypte, puisque l'Égypte à l'époque était la puissance militaire de la zone. Donc cette guerre a été un fiasco pour les États arabes, puisque voilà, cette guerre va déboucher une nouvelle fois sur la victoire de l'État d'Israël. Une guerre qui va faire 20 000 morts côté arabe, seulement 250 morts côté israélien. Israël était enclavé par plusieurs États arabes. Oui, mais être enclavé et avoir comme parrain les Occidentaux et les États-Unis, quelque part, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut du point de vue purement militaire. Les États arabes ne faisaient pas le poids par rapport à l'État d'Israël. Bon. Maintenant, à partir de 1967, les Israéliens vont conquérir des terres purement arabes. Ici, les Israéliens, ils vont tout simplement et carrément mettre la main sur la péninsule du Sinaï et surtout le plateau du Golan. Bon, le plateau du Golan, Israël va grappiller autour de la Cisjordanie, la bande de Gaza, etc. Donc Israël, c'est l'entité, c'est l'État, c'est le pays qui fait peur. Maintenant, s'éclate quelques années après. Pourquoi? Parce que ça a été une déroute inacceptable pour les États arabes, notamment la Syrie de Hafez el-Assad et l'Égypte. En 1973, c'est la guerre du Kippour. Pourquoi ici Kippour? C'est un mot d'origine hébraïque qui signifie grand pardon. C'est la fête, bien entendu, la plus vénérée en Israël. Donc, en 1973, s'éclate la guerre du Kippour. Et les Israéliens vont en profiter pour annexer purement et simplement ces territoires conquis durant la guerre des 6 jours. Bon, attends, 1973, etc., ça a été un peu plus difficile pour les Israéliens, dans la mesure où
Une fois encore, les États arabes perdent cette guerre avec plus de 20 000 tués, et cette fois-ci, Israël autour de 2005 et 2700 morts. Donc cette guerre a été une fois encore remportée par les États-Unis, mais bien entendu avec l'appui de leurs parrains de toujours, les États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir, Israël, c'est quand même le premier pays récipiendaire de l'aide des États-Unis. Plus de 4 milliards de dollars. C'est un conflit qui ne date pas d'hier. Et si je vois en fait toute cette historicité que vous avez fait, 1947, c'était déjà le plan de partage de l'ONU. En 1948, donc l'Israël, l'État hébreu fut créé, la proclamation de son indépendance. Après, il y aura d'autres événements. Par exemple, il y a la première intifada, c'est en 1987, et la deuxième intifada, 1993. Alors, selon vous, ce sont des points chauds pour chaque date qui constitue, ou du moins qui donne, qui intensifie ce conflit entre... on ne parle pas d'État palestinien. En fait, le plus souvent, on a tendance à classer la Palestine comme un État, mais cependant, qui n'est pas reconnu. Et c'est justement l'autorité palestinienne. Donc, à partir de tout ça, est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Donc, le 7 octobre dernier, l'Israël a été attaqué par une pluie de roquettes par le Hamas. C'est quoi le Hamas? Justement, parlons. Par exemple, on va regarder par exemple l'autorité palestinienne à part, mais là aujourd'hui, on parle beaucoup plus du Hamas. Et c'est comme c'est une branche armée, donc on va voir c'est quoi exactement le Hamas. Le Hamas n'est pas une branche armée. Le Hamas, c'est tout simplement un parti. Le Hamas n'est pas une milice. Le Hamas, c'est un parti politique, c'est un mouvement politique. Mais ils sont armés. Non, c'est pas le Hamas qui est armé. Le Hamas a un bras armé. Ce n'est pas la même chose. Le Hamas est un mouvement politique ayant un bras armé. Ce n'est pas la même chose. Je ne me rappelle plus exactement. C'est un peu compliqué. C'est la prononciation. D'accord, c'est un peu compliqué. Okay. Bon, maintenant, voilà, on va revenir sur quelque chose que vous venez de dire. L'intifada qui a commencé la première intifada. Intifada signifie, voilà, c'est en gros on dit c'est la guerre des pierres. C'est la guerre des pierres. C'est intifada en arabe signifie soulèvement. C'est un soulèvement. Mais pourquoi la guerre des pierres? Ben parce que la première intifada a éclaté en 1987. Ça a été porté par des jeunes palestiniens qui n'acceptaient plus, voilà, de vivre sous le joug entre guillemets du colon israélien. Donc voilà, ils ont voulu prendre les choses en main. Maintenant, avant de revenir, bien entendu, ce qui a donné naissance à ce mouvement Hamas, on va voir ce qui s'est passé avec les accords d'Oslo. Le premier accord qui est Oslo en Norvège. Les premiers accords ont commencé en 1991. Pour parler, les accords d'Oslo. Accord d'Oslo qui va aboutir, bien entendu, en 1995, je crois, 94-95. Lors de cette poignée de main entre le leader de l'OLP, Yasser Arafat, et le premier ministre d'alors d'Israël, M. Yitzhak Rabin. Donc cela a été fait sous la supervision des États-Unis. Cette poignée de main sur la pelouse de la Maison Blanche. Malheureusement, un an après, voilà, les accords. Voilà, ils vont capoter. D'ailleurs, en côté israélien, ça a été très mal vu pour qu'un premier ministre d'Israël serre la main à Yasser Arafat. Ce qui va coûter la mort, bien entendu, à Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin a été assassiné froidement, abattu froidement par un jeune juif orthodoxe. Et bien entendu, c'est juste pour comprendre un peu, voilà, le clivage entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc en 2000, voilà, il va y avoir un autre accord.
cette fois-ci, c'est un accord qui va être signé au Camp David. Camp David, c'est le lieu, le siège de la résidence du président des États-Unis. Voilà. Cet accord va être signé, là encore, sous l'auspice du président Bill Clinton. Mais maintenant, cet accord va être signé encore avec le président de l'autorité palestinienne Yasser Arafat et le premier ministre israélien Ehud. En tout cas, je ne m'appelle plus exactement. Voilà, bon, ça va me revenir. Donc, cet accord a été paraphé en 2000, mais malheureusement, cela n'a rien donné. Il faut comprendre une chose. Ce conflit entre Israéliens et Palestiniens a plusieurs dimensions. Il y a une dimension, bien entendu, historique. Il y a une dimension, bien entendu, religieuse. Pourquoi cette dimension religieuse? Jérusalem concentre les trois grandes religions monothéistes. L'islam, le judaïsme et le christianisme. Puisque le christianisme, c'est là où Jésus, à Bethléem, suivant, etc., l'histoire biblique, etc., Jésus est né à Bethléem. Donc, voilà, Jérusalem revêt de cette triple dimension. Mais bon, en disant que Jérusalem prend cette dimension, mais il faut comprendre pour les musulmans, pas pour les Palestiniens uniquement, pour les musulmans. Le troisième lieu saint de l'islam se trouve à Jérusalem. C'est la mosquée d'El-Aqsa. Puisque les deux premiers saints, les deux premiers lieux saints de l'islam, c'est la Mecque et Médine, se trouvant bien entendu en Arabie Saoudite, et le troisième lieu saint, bien entendu, à Jérusalem. Regardez ce qu'a voulu faire le président Trump une fois arrivé au pouvoir. Il a voulu, en effet, déplacer la capitale de l'État d'Israël, actuellement se trouvant à Tel Aviv, jusqu'à Jérusalem. Alors que lors du partage de cette terre entre Israéliens et Palestiniens, il a été question que Jérusalem reste une capitale neutre, c'est-à-dire qu'il ne soit, ce lieu ne serait ni palestinien ni israélien. Mais bon, pour les autorités israéliennes de l'époque, il n'était pas question que voilà, Jérusalem soit neutre. Alors, qu'est-ce qui va être fait? Un modus operandi va être trouvé entre les deux, entre guillemets, les deux États. Jérusalem-Est va être, en tout cas, va partager Jérusalem. Jérusalem-Est du côté palestinien et Jérusalem-Ouest du côté israélien. Mais bon, il y a notamment du côté des orthodoxes religieux juifs, il faut construire le temple de Salomon. Où se trouvent les ruines du temple de Salomon? À Jérusalem. Donc, pour les Israéliens, Jérusalem reste la capitale éternelle et indivisible de l'État juif. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la mosquée d'El-Aqsa, qui est le troisième lieu saint également pour les Palestiniens? Donc, moi, je pense, très honnêtement, il faut que, moi, à partir de ce qui s'est passé samedi, il va falloir que les esprits se calment. C'est une guerre qui ne finit pas. C'est une guerre si les trois religions ne s'entendent pas pour que cet espace reste neutre, eh bien, ça risque encore de continuer. C'est une guerre larvée. C'est une guerre larvée, mais bien entendu, une guerre qui profite à Jérusalem. Regardez la position du Hamas.
j'ai dit à Israël, j'ai dit à Israël. Mais pourquoi? Parce que à la mosquée de l'Aqsa, les Palestiniens, les musulmans palestiniens ne peuvent plus aller faire leur prière. C'est cerné de toutes parts. Mais ce que les auditeurs doivent ou devraient comprendre, le Hamas a été encouragé par les Israéliens. Les autorités israéliennes ont encouragé, etc., la montée en puissance du Hamas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les autorités israéliennes souhaitaient la mort de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Et le Hamas aujourd'hui a retourné. C'est normal. Puisque à partir de ce moment, à partir de 88, pratiquement tous les fondateurs du Hamas ont été assassinés par les Israéliens. Notamment le cheikh Yassed. Tous, sans exception, tous les fondateurs du Hamas ont été assassinés par Israël. Pourquoi? Parce que à partir des années 2000, début 2000, 2001, il y a eu une sorte de guerre entre le Hamas et l'OLP. Bon, effectivement, guerre qui n'a pas duré trop longtemps. Mais à partir de 2006, le Hamas va gagner les élections législatives. Le Hamas se prend du poil de la bête. Mais pourquoi ces gens prennent-ils du poil de la bête? Parce que tout simplement, les accords d'Oslo, ainsi que les accords du camp David, n'ayant débouché sur rien du tout, mais ils s'attendaient à croire que les Palestiniens restent les bras croisés. Actuellement, dans les geôles israéliennes, il y a à peu près 10 000 Palestiniens qui croupissent dans les prisons israéliennes. Il faut également en parler, puisque c'est très important. Regardez, Yasser Arafat, qui a décédé à Clamart, dans un hôpital français. La région parisienne, c'est en région parisienne, à l'hôpital Clamart. Dites-vous bien, la première autopsie du cadavre de Yasser Arafat disait clairement qu'il a été empoisonné. Empoisonné par qui? Bon, à l'époque, on disait que c'était le Premier ministre d'alors, Ariel Sharon. Bon, c'est ce que les gens ont dit, puisque pour la France, en tout cas, les premières autopsies étaient claires. Voilà, Arafat a été assassiné. Arafat, dès son vivant, voulait être enterré à Jérusalem. Malheureusement, Israël... Non, c'était la volonté. Mais les autorités israéliennes, les autorités d'Israël n'ont pas voulu que Arafat soit enterré à Jérusalem. Maintenant, le départ de Yasser Arafat en 2004, voilà, on laisse place à Mahmoud Abbas, l'actuel président de l'autorité palestinienne. Bon, malheureusement, Mahmoud Abbas n'a pas l'étoffe, n'a pas la carrure, n'a pas la vision, n'a pas la capacité de Yasser Arafat, et depuis lors, ça boit de l'huile. On va justement regarder dans ce conflit entre le Hamas et l'État hébreu, qui est derrière chaque partie. Par exemple, on sait très bien pour les États, en fait pour l'Israël, vous avez qui a le renfort, ou du moins c'est qui a tout le soutien des Américains comme vous venez de le dire, il faut pas parler de guerre, parce que là, le Hamas, ce n'est pas un État, c'est justement un mouvement parti. Un parti avec un bras armé opérationnel, bien entendu. Alors, d'après vous, est-ce que le Hamas aurait reçu peut-être le soutien en secret de quelques États non alliés à l'Israël et aux États-Unis et aux Américains?
Ce n'est un secret pour personne. On a cité. Non, mais non, ce n'est un secret pour personne. La Turquie aide le Hamas, le Qatar aide le Hamas, Liban oui, bien sûr, bien sûr les pays arabes, etc. Mais il y a aussi l'Iran via le Hezbollah libanais. Ce n'est un secret pour personne. De même que ce n'est un secret pour personne, les Israéliens se font aider par les États-Unis et l'Occident, l'Europe. Mais malheureusement, nous sommes dans un jeu qui n'est pas à somme égale. Le jeu forcément tourne à l'avantage de l'État d'Israël. Regardez ce qui se passe, M. Varin, depuis 2016. Depuis 2016, il y a siège autour de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un bout de terre. Bout de terre sur laquelle s'empilent plus de 2 millions de Palestiniens vivant de l'aide. L'aide de l'Union européenne, l'aide de l'ONU, l'aide de la communauté internationale, etc. Mais on ne peut pas faire ça à un peuple. On envisage de couper les aides. Mais écoutez, voilà, les Israéliens, l'armée de Tsahal a coupé et l'énergie électrique et l'eau. Je parle de l'énergie électrique, l'électricité, l'eau, nourriture, etc. Mais on veut faire quoi? Pour faire quoi? Alors que vous êtes face à... Il faut dire que... Monsieur Varian, on n'est pas à Port-au-Prince. On n'est pas à Port-au-Prince. On n'est pas en Haïti. On est en Palestine. Ce sont des gens déterminés. Ce ne sont pas des lâches comme nous. Ce sont des gens déterminés. Ils vont se battre jusqu'à leur dernière goutte de sang pour cette terre. Donc, il faut croire aujourd'hui. Il faut appeler Israël, bien entendu, à la raison. Il faut que la communauté internationale, quand je dis la communauté... La de Jean-Luc Mélenchon, vous connaissez surtout... Oui, bien sûr, mais malheureusement, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon a été mise à l'index. Parce que cette déclaration est minoritaire. Regardez aujourd'hui, en France. Dans la guerre en Ukraine, tout ça. En France, aujourd'hui, on peut manifester pour apporter son soutien à Israël, mais on ne peut pas manifester pour apporter son soutien. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. En Allemagne, on ne peut pas. En Europe, on ne peut pas. Aux États-Unis, on ne peut pas. Le principe de la démocratie n'est du tout pas respecté à ce niveau. Non, mais c'est 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Oui, voilà. Pourquoi je dis que c'est 2 poids 2 mesures? Regardez par exemple ce qui s'est passé. C'était en fait la guerre en Ukraine, la Russie et l'Ukraine. Mais les Américains, ils envoient de l'argent, ils envoient des armes. Mais attention, mais jamais engager des soldats, leurs porte-avions. Mais cependant, un parti politique, comme vous venez de dire, avec un bras armé, je ne dis pas entre en guerre, donc qui offense un État. Et voilà toute cette... c'est comme si les États-Unis mobilisent vraiment beaucoup de moyens, du grand moyen militaire, rien que pour un petit groupe. Le Hamas, tout simplement. La bande de Gaza est coupée actuellement du reste du monde. Écoutez, voilà, nous sommes dans une logique simple. C'est simple. Une goutte de sang d'un Israélien a plus d'importance qu'une vie palestinienne. Est-ce que vous pensez pas que... Le problème, c'est que si on tue aujourd'hui, si l'armée de Tsahal tue 20 000, 30 000, 40 000 Israéliens Palestiniens, ce n'est pas grave. Écoutez, justement, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal que des innocents Israéliens meurent, que des Israéliens, des vieux, des enfants, des jeunes, tout simplement des êtres humains tombent. Ça me fait très mal. Ça me fait mal. Les images sont très choquantes. Mais ça me fait mal également lorsqu'on assassine des Palestiniens. Pourquoi? Parce que ce sont des vies humaines. Mais il faut croire aujourd'hui. Vous savez, la solution à ce problème se trouve aux États-Unis. La solution à ce problème ne se trouve pas en Europe. La solution à ce problème ne se trouve même pas en Israël.
la solution à ce problème se trouve aux États-Unis. Quelle était la dernière déclaration de Vladimir Poutine lorsqu'il réagissait à ce conflit éclaté entre le Hamas et Israël? Il suffit que les États-Unis sonnent le tocsin et l'armée de Sahel rentre au Bekaï. Mais malheureusement, ça tombe au très mauvais moment. Pourquoi? Parce que très prochainement, ça va être les élections générales aux États-Unis. Les élections législatives et l'élection... Avec la charge de la guerre et l'élection présidentielle. Vous vous rendez compte, M. Biden ne peut pas prendre le risque de critiquer les autorités d'Israël. On ne peut pas. Professeur, on va justement terminer, mais justement, vous allez dire ça peut-être en 2 ou 3 phrases. C'est quelles sont donc les conséquences de cette guerre sur le Proche-Orient et notamment les pays arabes? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un soulèvement général, comprenant donc la politique des Américains et le comportement des Israéliens? Moi, je pense que si j'avais été à la place du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, je ferais attention. Je vais vous dire une chose, pourquoi? En 2000, ont été signés les accords d'Abraham sous l'impulsion du président Donald Trump aux États-Unis. Avec les accords d'Abraham, des pays comme le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, oui, bien sûr, en 2020, en 2020, les accords d'Abraham qui ont été signés sous l'impulsion du président des États-Unis. Donc, je disais, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et d'autres pays voudraient bien, etc., établir ou rétablir des relations diplomatiques avec Israël. C'est le cas, par exemple, d'un pays comme l'Arabie Saoudite. Apparemment, tout était prêt pour que ces 2 pays échangent, etc., des ambassadeurs. Mais à partir de ce qui s'est passé, l'opinion publique arabe, j'irai plus loin pour dire que l'opinion publique musulmane est très remontée contre Israël. Effectivement, dans cette zone, c'est pas une zone où la démocratie jubile. Ce n'est pas une zone dans laquelle la démocratie s'impose. Effectivement, il se pourrait que les autorités arabes n'écoutent pas leurs opinions publiques. Comme il est l'heure, parce que là, on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble à discuter autour d'un sujet qui fait l'actualité. J'étais très content de vous avoir avec moi. Peut-être on pourrait justement continuer dans une prochaine émission. Je vais envisager de voir d'autres angles de ce conflit éclaté entre le Hamas et l'État d'Israël. Pourquoi pas parler également d'autres conflits comme à l'Europe de l'Est, l'Ukraine et la Russie. Donc, c'est le moment de mettre un terme à cette émission. Donc, je rappelle que vous êtes professeur des universités et spécialiste des questions internationales, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Et actuellement, vous êtes secrétaire exécutif d'une organisation ou d'un organisme qui s'appelle Debout. Debout Citoyen. Donc, c'est pour une citoyenneté honnête, je suppose. Parfait. Le pays en a besoin. Parfait. La fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. On a discuté aujourd'hui d'un sujet très très important avec le professeur Max Atis. Avec lui, on a regardé donc les origines de ce conflit entre l'autorité palestinienne normalement et l'État d'Israël. Donc c'est guerre entre Israël, mais je préfère dire de référence conflit entre Israël et le Hamas. Et quelles sont les origines de ce conflit? Merci, le rendez-vous c'est dans quelques heures.